Ok, donc merci déjà Anne de m'accueillir sur votre chaîne, puisque je crois que tu l'as co-créée avec ton fils. Donc bonne vie, longue vie à Mysteria TV, dont j'ai pu apprécier un certain nombre de conférences et d'interviews. Donc c'est une chaîne effectivement qui est très axée sur la spiritualité, voire l'ésotérisme. Alors pour avoir parcouru un peu ces chemins-là, je sais qu'ils sont divers, variés, et très honnêtement, si j'avais vu cette chaîne il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais beaucoup ri, je me serais beaucoup moqué en fait, et j'aurais porté beaucoup de jugements négatifs sur toutes ces belles âmes qui ont le courage de s'exprimer et de transmettre leur vérité, leur connexion et leur sensibilité. Maintenant que je suis à leur place, je ris de moi, mais ça c'est acceptable. Et je comprends mieux maintenant combien j'ai été éloigné de mon chemin de vie dans cette rationalité qui m'a construite, qui a été fort utile et qui l'est encore aujourd'hui puisqu'elle me permet d'aller plus loin dans mon travail spirituel, mais ô combien j'étais aveugle, ignorant et présomptueux de penser que je maîtrisais tout, que je savais tout parce que j'avais fait de belles études et que j'avais vécu beaucoup d'expériences difficiles dans ma vie et que ça me donnait une espèce de légion d'honneur et de fausse légitimité que mon ego s'est empressé d'accaparer pour me donner une posture de sachant. Et grâce aux différents obstacles que la vie a posés sur mon chemin, eh bien ça m'a rabaissé un peu le caquet, et ça m'a permis de comprendre que je ne savais pas tout, loin s'en faut, et que le peu que je sais aujourd'hui est encore une goutte d'eau dans un océan de possibles et d'expériences à éprouver chacun et chacune au quotidien. Donc je suis très honoré d'être là. Alors, l'intuition, c'est un phénomène que l'on a tous vécu, et je sais que tous les gens qui nous regardent aujourd'hui ont déjà capté, reçu, connecté leur intuition. Et je sais aussi, comme moi, que beaucoup d'entre eux ont eu la malchance de rejeter leur intuition et de s'en mordre les doigts. Donc fort de cette réflexion-là, j'ai fait un peu un flashback sur mon parcours de vie. Je me suis rendu compte que finalement l'intuition avait été la clé un peu magique qui m'avait permis de prendre les bonnes décisions au bon moment, et particulièrement dans des moments très douloureux, très difficiles de ma vie. Donc en clair, pour faire simple, je dirais que l'intuition m'a sauvé la vie, ni plus ni moins. Donc fort de ce constat, si je vis aujourd'hui la vie que je mène et que j'en suis très heureux, c'est grâce à l'intuition, grâce au fait de l'avoir captée et au fait de l'avoir suivie. Donc en creux, la question qui s'est posée à moi à un moment, c'est pourquoi je n'ai pas toujours suivi mes intuitions? Qu'est-ce qui a fait en moi que, à certains moments, j'ai refusé d'accueillir, de mettre en place l'intuition reçue et d'en mesurer justement les écueils, puisque l'intuition est très souvent juste, pour ne pas dire tout le temps. Et qu'est-ce qui bloque en nous? Qu'est-ce qui nous empêche de nous réaliser en rejetant ces intuitions par le principe du jugement dont je parlais tout à l'heure et par le principe de ce mental conditionné qui nous fait croire que nous savons tout? Donc pour aller plus loin dans ma démarche, comme j'aime bien creuser un sujet, j'ai passé plus d'1 an et demi à rédiger un livre qui s'appelle donc Accueillez votre intuition. Et dans ce livre, justement, j'ai rajouté un sous-titre qui pour moi est le plus important en fait, puisque ce sous-titre signifie Comment quitter la survie pour revenir dans sa vie. Et c'est tout à fait ce sous-titre-là qui m'a permis, donc, dans ce livre, que j'ai, je dirais, construit en 3 parties, de présenter dans la première partie mon parcours de vie, mon chemin de vie, et de comprendre et d'expliciter ce qu'a été ce premier parcours de vie, qui est en fait un parcours de survie. Donc, au travers de ce parcours de survie, bien sûr, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de deuil, beaucoup je dirais, de difficultés à surmonter, mais ça a aussi été un formidable parcours d'apprentissage. Donc c'est en sautant des obstacles qu'on se muscle et qu'on apprend à sauter, et mieux encore qu'on apprend à anticiper. Donc je remercie ce parcours de survie qui a duré plus de 40 ans pour moi, d'avoir été là, parce que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, heureux dans ma vie, si je n'avais pas eu ce premier parcours. Donc dans mon livre, je livre ces 40 années, synthétisées certes, mais assez précises, de cette survie et de cette souffrance qui a été mon plus grand maître finalement, et ô combien l'intuition s'est posée à certaines étapes clés sans que j'en sois conscient, sans que je l'appelle, et comment, en ayant le courage de suivre mon intuition, j'ai pu me sauver, sauver des membres de ma famille et survivre suffisamment longtemps
pour être là ce soir et partager avec vous tous ces trésors que la vie m'a transmis. Voilà, donc ça explicite, je dirais, la réalité de ce livre, qui ensuite, bien sûr, m'a amené sur d'autres territoires et m'a amené à me poser d'autres questions. La première question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que l'intuition? Qu'est-ce que l'intuition? Ça, c'est une question auquel je n'ai pas trouvé de réponse, je dirais, suffisamment large pour me satisfaire. Et lorsque je me suis mis à la recherche de réponses, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, il n'y a pas de réponse définitive sur la question de l'intuition. Nous avons des pistes, nous avons des moyens scientifiques, spirituels, mentaux, qui nous permettent d'appréhender ce que peut être ce phénomène de l'intuition, mais pas de réponse définitive. Donc je vais vous livrer ce soir quelques clés qui m'ont été transmises par justement l'intuition, les recherches que j'ai pu réaliser, et aussi par de grands penseurs qui sont venus bien avant moi et qui ont creusé cette question de l'intuition. Donc dans ce travail de connexion à l'intuition, j'ai compris qu'il y avait trois niveaux de perception à conscientiser. Le premier niveau est assez naturel, c'est ce qu'on appelle le conscient ou le mental. Donc ce premier niveau de perception, c'est le niveau de perception lié à nos cinq sens. Donc nous avons tous ces cinq sens, si la vie nous a offert ce cadeau, et nous pouvons les utiliser pour avancer, grandir, et je dirais gérer notre vie au mieux. Bien sûr, autour de ces cinq sens, nous avons nos conditionnements familiaux, l'éducation, la société, la religion, etc. Vient se rajouter donc l'intuition. L'intuition qui est un phénomène qui ne dépend pas de nos processus mentaux. Alors j'ai beaucoup lu et beaucoup entendu dire que l'intuition était notre sixième sens. Eh bien, force m'est de constater que ça n'est pas tout à fait juste. L'intuition n'est pas tout à fait un sens, dans la mesure où elle ne figure pas, je dirais, dans l'arsenal sensitif dont nous disposons de façon cérébrale. Le sixième sens dont on parle, en fait, c'est davantage une cumulation de nos cinq sens. On appelle ça donc le sixième sens ou le sens de la synesthésie, qui consiste à cumuler plusieurs sens. Le sens de l'audition, le sens de l'odorat, de la vue, et de cumuler ces informations différentes pour avoir ce sixième sens, ce pressentiment qui nous permet aussi d'éviter les obstacles, de ne pas faire d'erreurs, d'anticiper les choses, mais c'est quand même le fruit d'une perception et donc d'une réflexion, dont une partie nous est consciente et une autre partie peut-être nous est plus inconsciente, puisqu'elle est du niveau du ressenti. Et c'est justement ce pressentiment qui nous donne l'illusion de l'intuition. Donc une fois que cette chose est posée, la question de l'intuition demeure entière. Si l'intuition n'est pas un sixième sens, si elle n'est pas liée à nos facultés mentales et cognitives, qu'est-ce que c'est? Alors, si on va un peu plus loin, on se rend compte que l'intuition, c'est d'abord un phénomène, un processus. C'est quelque chose que l'on ressent et qui, je dirais, mobilise tous nos sens de manière intégrale, complète et instantanée. C'est quelque chose qui donc s'impose à nous. Et c'est très différent d'un pressentiment qu'on va nourrir avec des réflexions, avec des comparaisons, avec des souvenirs. L'intuition ne fonctionne absolument pas de cette manière-là. C'est un ressenti qui vient s'imposer à notre pensée, qui bloque même notre système de pensée et qui nous envahit totalement. C'est comme si tout notre corps avait connecté une réalité, une vérité qui s'impose à nous et qui est parfaite. Parfaite au regard de la problématique que l'on a à traiter. Donc là, on a bien affaire, non pas à un pressenti ou un ressenti, on a affaire à quelque chose qui a bloqué notre système cognitif ordinaire de calcul, d'anticipation, d'évaluation, et qui est venu s'interposer, sans qu'on ne puisse rien faire. Après, effectivement, le mental reprend la gouvernance et décide de suivre ou pas cet ordre ou cette injonction qui nous est posée. Donc, en fait, je n'ai pas donné d'exemple personnel parce que j'en aurais beaucoup et je les ai écrits dans le livre, mais je le fais à dessein pour que chacun justement réagisse comme toi et se reconnecte à cette expérience intuitive vécue. Donc en faisant cette proposition, cette suggestion, c'est une occasion pour chacun de ressentir à nouveau ce mécanisme. Et pendant qu'il ressent ce mécanisme, il n'écoute plus ce que je lui dis. Donc on a bien
cette réactivité du corps, ce ressenti. Et on comprend bien que ça ne passe pas par la réflexion, l'analyse et le cerveau analytique. Mais ça n'est pas suffisant, parce que justement, l'instinct fonctionne sur ces bases-là aussi. L'instinct, c'est le nœud au ventre, c'est la peur, c'est le pressentiment que quelque chose de dangereux peut se produire, et ça peut aussi nous bloquer, et parfois même nous sauver la vie. Donc il peut y avoir une certaine confusion entre le réflexe instinctif et l'intuition. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien souvent l'instinct se résume à une sensation physique, alors que l'intuition nous envahit totalement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Donc en fait, lorsqu'on a un pressenti ou une réaction instinctive, on va avoir 3 niveaux de réaction. On va avoir une réaction physique, reptilienne, immédiate. Ensuite, va se créer une pensée qui, elle, va déterminer un danger potentiel, réel ou imaginaire. Et cette imagination-là va créer un ressenti émotionnel. Donc on a ces 3 phases qui sont simultanées, rapides, et qui s'imposent à nous. Et souvent on se dit, tiens, c'est une intuition, il ne faut pas que j'y aille. Non, c'est un réflexe instinctif, lié à un bagage inconscient, d'un passé, ou simplement à une codification qui est présente dans notre reptilien, dès notre conception. L'intuition ne passe pas par ces 3 étapes. L'intuition est complète, instantanée, immédiate, spontanée. Il n'y a pas ce cheminement-là. Alors, c'est très difficile à discerner puisque les 3 positions se font en quelques dixièmes de seconde. Et pourtant, l'intuition se distingue complètement de ce processus. Et ceux qui ont vécu l'intuition, vraiment, la vraie intuition, savent faire la différence. Le vécu est totalement différent. Et souvent, lorsque l'intuition s'installe en nous, elle met une sérénité profonde en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on est face à un danger imminent et que l'on réagit de manière instinctive, soit on y passe, soit on survit. Lorsque c'est l'intuition qui prend les rênes, on s'en sort. Et on s'en sort en réalisant des prouesses qu'on aurait été incapable de réaliser dans son état ordinaire de conscience. Et oui, mais c'est pas l'intuition qui est en cause dans ce que tu racontes, c'est ta réaction mentale, c'est-à-dire le jugement que ton ego a porté sur l'intuition. Eh oui, et c'est là la difficulté. Sinon, à quoi bon faire des ateliers, des formations, puisque l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas développer son intuition. C'est ce que j'ai lu dans beaucoup de livres, entendu dans beaucoup de conférences. Et pour moi, c'est un non-sens. L'intuition est parfaite. Il n'y a rien à développer. La seule chose sur laquelle on puisse vraiment travailler, c'est sur l'état intuitif, qui consiste à réduire le bruit mental, qui rejette l'intuition parce qu'il ne la comprend pas. Elle n'est pas au même niveau de conscience. Et voilà. Et ça, on le détermine très simplement. C'est-à-dire que lorsque l'on commence à raisonner, à dire « c'est pas possible, je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, je me fais des idées, je me fais des films », qu'est-ce qu'on fait? On utilise son cerveau analytique pour exprimer une peur. Et la peur est l'antithèse de l'intuition. Elle disqualifie instantanément l'intuition. Et soit on exprime une peur, soit on exprime une croyance ou une valeur. Mais la croyance et la valeur cachent bien souvent une peur. Alors là, tu as résumé mon livre, merci. Alors en fait, oui, c'est une des conclusions, pour l'instant, à laquelle je suis arrivé. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intuition, là on va passer du côté un peu ésotérique et spirituel, mais dans la quête de la source de l'intuition, je me suis rendu compte qu'effectivement l'intuition émanait de la source, et par l'interface de notre conscience qui n'est qu'une duplication de la source, une extension holographique, si l'on veut, fractale, de la source divine. Alors j'utilise avec beaucoup de pincettes ce terme de divin, parce que pour moi le divin ce n'est pas Dieu, ce n'est pas en tout cas le Dieu des religions, ou alors ce serait le Dieu de toutes les religions qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais. Donc la source pour moi divine, entre guillemets,
est cette fontaine parfaite, de connaissances parfaites, totales, infinies, qui ne cesse de nous alimenter. Donc quand les gens vous disent « je n'ai pas d'intuition », c'est impossible. On baigne dans la source de manière consciente et inconsciente en permanence. Donc nous baignons dans un océan d'intuition permanent. Donc on retrouve bien tous nos conditionnements, toutes nos peurs, toutes nos croyances, tous nos doutes, toutes nos blessures, tout notre sentiment de culpabilité, tout ce qui construit notre ego finalement. Et donc la réponse c'est, envahi par ce bruit mental intérieur, on ne peut écouter l'intuition. Elle est complètement cachée par ce bruit permanent de nos émotions, de nos peurs, de nos blessures, etc. Mais elle est toujours là, elle est en fond d'écran. On ne la voit pas, on ne la sent pas, et pourtant elle est toujours là. Donc tout le travail consiste à cultiver et je dirais à prendre soin de l'arbre. Et ce que j'appelle l'arbre, c'est notre état intuitif, qui est un état naturel. Et l'intuition est un de ses fruits. Donc tout le travail consiste à prendre soin de l'arbre, de cet état intuitif que nous avons tous, le faire grandir, pour lui permettre de donner des fruits. Et plus on le travaille, plus on le protège, plus on le nourrit, cet arbre, plus les fruits sont nombreux. Et la difficulté qu'ont les personnes qui commencent ce chemin-là, de développement personnel, donc de travail sur leurs blessures, de connexion à leur conscience finalement, sont confrontés à ce travail de jardinier finalement. Il va falloir nettoyer la terre, le terreau sur lequel nous nous sommes construits, peut-être couper quelques racines, loyauté familiale et autres, peut-être couper quelques branches, patienter, être dépendant des saisons, de la pluie, du soleil et tout ça, et accepter que ça ne fonctionne pas aussi rapidement qu'on l'espère. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si je reprends ma métaphore du jardinier, avant d'avoir le fruit, on va d'abord avoir le bourgeon. Après le bourgeon, on aura la fleur. Et seulement après, on aura le fruit. Et les intuitions ne sont pas toutes de nature, je dirais, elles ne répondent pas toutes, ou n'apportent pas toutes des solutions. D'ailleurs, ce n'est pas le but d'une intuition d'apporter une solution. Le but d'une intuition, c'est de nous remettre sur notre chemin. Ce qui n'est pas la même chose. Et c'est là où les gens se trompent souvent. Ils attendent de l'intuition la solution. Mais l'intuition n'est pas là pour apporter de solution. Elle est là pour nous ramener sur ce qui constitue notre soi, notre identité profonde, notre socle. Et si l'on prend des décisions à partir de notre socle identitaire, de ce que l'on est vraiment, alors la solution émane naturellement. Elle apparaît, elle émerge parce qu'on vibre à une certaine fréquence. Et on attire à soi la bonne solution. Donc l'intuition ne nous dit qu'une seule chose, reviens à qui tu es vraiment. Nettoie ton jardin, nettoie ton cœur, prends soin de toi, affronte les saisons, fais-en quelque chose de positif dans ta vie. Chaque saison a quelque chose d'important à t'apporter. L'hiver tue les parasites, le printemps permet l'émergence des fleurs et des fruits, l'automne te permet de te reposer, voilà, et l'été te permet de te recentrer et de profiter de cette énergie que tu vas accumuler avant l'hiver. Donc chaque saison de notre vie est intéressante. Et dans chaque saison de notre vie, notre mental, notre ego veut, souhaite, désire, attend, espère, etc., etc. Ce faisant, il crée ses propres frustrations. Et il pollue son sol. Il y met un engrais artificiel qui serait censé le faire pousser plus vite et avoir de meilleurs fruits. Bien sûr qu'il y a des fruits avec l'ego, mais ces fruits n'ont aucune saveur. Les gens qui réussissent par leur ego sont souvent déçus, insatisfaits. Leur vie est vide, comme les fruits qu'ils mangent. Là où l'intuition, qui nous ramène à nous-mêmes, nous donne d'autres fruits, peut-être moins brillants, moins lumineux, peut-être plus petits, mais d'une saveur extraordinaire. Et c'est cette façon de cultiver son jardin intérieur qui nous permet progressivement d'accueillir nos intuitions, qui nous disent à chaque instant « Attention, tu te laisses dévier, tu t'éloignes de ta ligne de vie. » Et cette distance entre cette ligne de vie qui est la nôtre, ce plan de vie, cette mission de vie, diront certains, et le moment et l'endroit où nous sommes, eh bien cet écart, cette distance, on appelle ça la souffrance.
La souffrance n'est que là pour nous rappeler que nous sommes éloignés de nous-mêmes, que nous nous sommes trahis, nous nous sommes abandonnés sur le chemin, peut-être même rejetés. Et ce faisant, eh bien, c'est un rappel des blessures qui nous restent encore à réparer. Donc intuition égale, je dirais, état d'être. Ça n'est pas un don, ça n'est pas une faculté, ce n'est pas la petite voix intérieure, ce n'est pas un sens, c'est un état d'être, c'est un niveau de conscience. Et l'intérêt de cultiver donc l'état intuitif, eh bien, c'est de se maintenir dans ce niveau de conscience, de manière régulière, apaisée. Et je sais que dans mon travail aujourd'hui, si je peux appeler ça un travail, c'est une aide extraordinaire. Je n'ai pas besoin de faire appel à mes connaissances, à mon mental, à ce que je crois être mon intelligence, à les borner, limiter. Ça ne me sert à rien. Il me suffit d'ouvrir les vannes, de me connecter et d'accueillir l'intuition du moment, qui est juste pour la personne et pour moi. Donc c'est un gain de temps extraordinaire, c'est une sérénité extraordinaire. Je n'ai pas besoin de savoir, les choses se posent de manière juste au fur et à mesure que j'avance. Et mes vérités d'aujourd'hui, ce seront mes mensonges d'hier, et ça me va très bien. Et j'évolue comme ça. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude. Il y a juste le fait d'être connecté. Et cette connexion-là, c'est le propre de l'intuition. Nous connecter à cet état d'être très particulier, très puissant, très serein, qui ouvre des portes inimaginables, en nous et par résonance émotionnelle chez l'autre. Donc ne cherchez pas des solutions par l'intuition, cherchez la clé qu'est l'intuition qui ouvre la porte des solutions. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Exactement. Et on parle toujours d'amour. L'amour, c'est au-delà d'un sentiment, c'est de la même manière un état d'être. C'est un niveau de conscience, l'amour, pour moi. Je ne parle pas de l'amour, je dirais, ordinaire, important, bien sûr, entre les êtres. C'est un amour important, mais c'est surtout un état d'être. Cette capacité que l'on a de rester libre en soi et d'autoriser l'autre à rester libre. Ça, c'est l'amour. Si je devais chercher un synonyme à l'amour, je dirais que pour moi, l'amour, c'est le synonyme de la liberté. Eh bien, par cet effet, justement, de résonance intérieure. Lorsque l'on est dans cette résonance de l'intuition, tout notre être est investi. Ce n'est pas uniquement une douleur au ventre, ou une sensation au ventre, ou dans le cœur, parce que ça peut être de la joie aussi. Ce n'est pas simplement une pensée qui s'impose à nous et qui nous dit, bah tiens, c'est peut-être plutôt ça, ou plutôt ça qu'il faudrait faire. C'est quelque chose de total. Ça nous envahit totalement. Et quand cette intuition est posée en nous, on a un sentiment de vérité, de connexion à soi. On a cette force intérieure qui nous rend presque invincibles sur l'instant. Jusqu'à ce que le mental revienne, que l'ego revienne, et qu'il ramène avec lui tous ses conditionnements. Mais si on arrive à maintenir l'ego à distance, et ça s'apprend, c'est pour ça que l'on fait de la méditation, que l'on fait de l'hypnose, que l'on fait de la sophrologie, de la PNL, etc. C'est juste pour maintenir notre ego à distance. Et bien si on a appris à maintenir notre ego à distance, eh bien on peut se laisser résonner dans cette vibration intuitive. Et on devient un être résonnant, non pas résonnant mentalement, mais résonnant vibratoirement. C'est le même mot, c'est un autre effet. Alors dans l'oubli du moi surtout, puisque l'oubli du moi c'est la révélation du soi. Donc les deux sont concomitants, vivant l'un à côté de l'autre, mais l'un ne peut pas vivre au même endroit, dans le même espace-temps que l'autre. En clair, si je ressens quelque chose de manière, je dirais, un pressenti, un ressenti, ça c'est de l'ordre de la mécanique mentale. Tant que la mécanique mentale est là, l'intuition ne peut pas se poser. Quand l'intuition s'est posée, le mental disparaît. C'est une sensation très particulière. Il n'y a plus rien. On est dans un autre espace-temps. Et on agit sans avoir besoin de réfléchir. Et pour imager un peu ce que je raconte là, il y a eu un cas comme ça, il y a de ça 2 ans je crois, un pilote de ligne d'une compagnie américaine qui allait partir à la retraite, justement c'était son dernier vol, et donc c'était un pilote chevronné. Il quitte l'aéroport, alors je ne sais plus, de New York, je crois de mémoire, et quelques minutes après son décollage, il se rend compte qu'il y a un problème.
l'ordinateur de bord lui indique qu'effectivement il y a un problème au niveau de l'avion. Et ce commandant de bord décide instantanément, sans référer à personne, qu'il va amérir sur le fleuve Hudson. Et en atterrissant sur le fleuve, il sauve la vie de ses 245 passagers. Tout le monde le considère comme un héros, personne n'est mort. Néanmoins, il y a des problématiques d'assurance, il y a des compagnies aériennes, la compagnie aérienne qui se retourne contre son pilote et qui le met au tribunal. Et la compagnie aérienne, lors du jugement, explique au tribunal et aux jurés que dans leur simulation, le capitaine avait tout à fait le temps de faire demi-tour pour poser l'avion, ou alors d'aller dans un aéroport qui était beaucoup plus proche et aussi de poser l'avion et éviter de le perdre. Et le commandant, on lui demande pourquoi il a agi de la sorte, pourquoi est-ce qu'il a décidé d'amérir. Et le commandant explique que c'est une intuition qui l'a poussé à faire ce choix. Et il sentait profondément en lui que s'il n'intervenait pas immédiatement, l'avion était perdu. Alors, les juges, très interloqués, l'intuition, comment peut-on prendre des décisions sur la base d'une intuition? C'est irresponsable, c'est même dangereux. Pose la question à la compagnie aérienne avec ses experts et leur dit, mais vous, dans vos simulations, vous avez bien réussi à ramener l'avion? Et l'expert dit, oui, absolument, on a ramené l'avion. Alors l'avocat du pilote pose la question suivante. Mais au bout de combien d'essais, au bout de combien de simulations vous avez ramené l'avion à l'aéroport? Au bout du 19e essai. Donc en clair, la compagnie aérienne était en train d'avouer que l'avion se serait crashé 18 fois avant de réussir, hypothétiquement, à ramener l'avion. Donc là, c'est un cas pour moi qui est typique de l'intuition. C'est quelque chose qui s'impose à vous, malgré vos années d'expérience, et qui vous dit la chose à faire. Et vous ne demandez l'avis de personne, surtout quand il y a des vies en jeu. Vous agissez de manière juste et parfaite, et vous sauvez des vies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intuition, c'est un processus. Et si on s'intéresse au terme intuition, on comprend le processus. Pourquoi? Parce que l'intuition est composée de 3 parties. Donc nous avons le préfixe in, nous avons le radical tui, et nous avons le suffixe sion. Donc ce mot est un mot composé qui vient du latin scolastique, donc le latin des alchimistes de la Renaissance, qui donc s'appelait intuitio. Donc intuitio signifie simplement in, ce qui est caché, et c'est pour ça qu'on retrouve le préfixe in dans inconscient, ce qui est caché ou conscient. Tui, c'est le mouvement, le jaillissement, c'est ce qui est caché d'un seul coup jaillit, et sion ou sio, c'est la résolution. Une information cachée jaillit spontanément et apporte une solution, mais pas la solution de la problématique, la solution du lâcher-prise mental, qui permet de trouver la bonne solution. Donc l'intuition, c'est cette force intérieure qui nous connecte à tout, à notre conscience, et au-delà, je dirais la conscience divine ou intuitive, et qui nous permet de trouver immédiatement les bonnes actions. Et ces bonnes actions apportent la bonne solution. Donc, ce mot intuition, composé de ces 3 parties, on le retrouve dans aucun mot de la langue française. C'est un mot unique. Et c'est un mot qui pose beaucoup de problèmes à la science. Parce que l'intuition n'est pas objectivable. Eh bien, les neurosciences ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver le siège de l'intuition. Et aujourd'hui, on est obligé de constater qu'on n'a pas trouvé. Parce que le mot d'intuition, qui est ce processus, appelle tout de suite une autre question. Ce processus se développe dans un périmètre qu'on appelle la conscience. Et dans ce périmètre de la conscience, il y a ce qu'on appelle le mental, le petit conscient, celui des 5 sens. Mais ce petit conscient-là n'est qu'une partie émergée de la conscience, qui intègre le subconscient, toute la partie de nos mémoires, de nos souvenirs, de nos apprentissages, et ensuite l'inconscient, qui est encore plus vaste. Donc ce que les neurosciences nous disent, c'est qu'en gros, notre mental, notre conscient, n'est conscient que de 5% des phénomènes
captés par notre conscience. 95% des phénomènes qui nous entourent nous sont totalement inconscients. Et on va prendre des décisions de vie très importantes sur la base des 5% de conscience que l'on a. C'est la difficulté, ça peut être l'instinct, ça peut être l'expérience, ou ça peut être l'intuition. Mais si c'est l'intuition, ça va au-delà du corps. C'est le corps, l'esprit, les émotions, tout est en lien, tout est centré. C'est parfait. C'est pas juste un ressenti, sinon c'est de l'instinctif, et donc c'est du mental, c'est de la sphère consciente. C'est beaucoup plus que ça. Ça n'est pas pour moi, et ça n'est pas pour moi parce que ça n'est pas moi. Ça n'est pas une décision, un endroit, une personne qui me permet d'être moi, vraiment. Donc c'est comme si le soi disait au moi, je ne veux pas y aller. Et le moi égotique dit, ah si, il y a plein d'avantages, de l'argent, de la reconnaissance, si, vas-y, c'est très bien. Et le soi dit, non, je ne vais pas m'épanouir dans ce truc-là. Mais l'ego est très puissant, et c'est son rôle. Cette vie incarnée, c'est son royaume, il ne faut pas l'oublier. Et oui. Donc, il a souvent la gouvernance. Et en plus, on a autour de nous d'autres égos, avec leurs propres peurs, leurs propres blessures, nos parents, nos amis, notre conjoint, qui nous disent, si, vas-y, c'est une super opportunité. Alors, l'intuition, c'est la clé qui nous permet de comprendre que l'on a passé un stade. C'est ça qui est intéressant avec l'intuition. Alors, vous avez des personnes qui sont naturellement intuitives. Ça veut simplement dire qu'elles ont peu de bruit mental. Parce que culturellement, on leur a appris à être sages, posés, à méditer, à relativiser, à nuancer les événements de la vie, à s'écouter, à se respecter. Donc ces personnes-là sont naturellement intuitives puisqu'elles n'ont pas ce bruit mental, ce conditionnement soit gentil, parfait, soit fort, soit rapide. Elles ne l'ont pas eu. Dans leur éducation, dans leur religion, dans leurs croyances, ça ne figure pas. Donc on a des êtres, je dirais, évolués, voire primitifs, qui ont beaucoup plus d'intuition que nous. Exactement, exactement. Voilà. Et ça a sa raison d'être, puisque cette expérience d'incarnation, par définition, c'est une expérience matérielle. Donc nous sommes dans une société matérialiste, qui a longtemps, et qui encore aujourd'hui, pour beaucoup de chercheurs ou de savants, regarde le monde par le petit bout de la lorgnette du matérialisme. Or, l'intuition détruit ce matérialisme. L'intuition nous dit en substance, je viens d'ailleurs. Je viens d'un niveau de conscience que votre mental ne peut que percevoir, mais qu'il ne peut pas maîtriser. C'est hors de portée de votre ego. Et on peut être très doux avec son ego et très accueillant, parce que notre ego, finalement, c'est un serviteur, si on sait lui parler. Et c'est un serviteur zélé qui est très efficace pour entrer en relation avec les autres, gérer la vie du quotidien, payer ses factures, acheter sa baguette de pain, donc tout va bien. Là où ça devient vraiment problématique, c'est quand notre ego commence à gérer notre vie et à vouloir tout gérer. C'est-à-dire des situations complexes, nouvelles, qui demandent d'autres niveaux de connaissance qu'il n'a pas, que notre mental n'a pas, que notre inconscient n'a pas. C'est ça, c'est ce que j'écris dans le livre, c'est-à-dire qu'après 20 ans de vie active dans des grandes entreprises, j'étais devenu un parfait robot manager. C'est la définition de l'ego. L'ego est quelque chose de robotisé, de mécanique, ce qui a fait dire à certains, le cerveau, le mental, c'est un ordinateur. Mais c'est tout sauf un ordinateur. Le mental, c'est vivant. C'est une interface qui répond à une conscience. Donc on peut changer la configuration de notre mental, de notre cerveau, à tout âge, à tout moment. Ça n'est pas... Alors cette rigidité, elle n'est pas liée aux fonctions corticales, elle est liée à nos croyances, tout simplement. Mais dans mon métier, je rencontre des jeunes de 80 ans. Hein.
et les vieux de 18 ans. Voilà, des vieux de 20 ans, et je rencontre des jeunes de 80 ans. Qu'est-ce qui fait la différence en fait? Cette fonction de plasticité neuronale et cérébrale, en fait, elle est actualisée par ce désir de connaissance. Si l'on perdure dans ce désir de connaissance, aussi longtemps que nos fonctions cognitives nous supportent et nous aident, tant qu'on apprend, notre cerveau évolue. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a fait des études en neurosciences où on a suivi des bonnes sœurs dans un couvent pendant plus de 20 ans. Et tous les ans, on leur faisait faire des tests à ces bonnes sœurs. Et la plupart d'entre elles sont décédées, sont parties à l'âge de 80-85 ans. Et elles avaient donné l'autorisation à la médecine, à la science, de découper leur cerveau. Et on s'est rendu compte que la plupart de ces bonnes sœurs souffraient d'Alzheimer. Et pourtant, les tests qui avaient été faits démontraient qu'elles avaient des fonctions cognitives qui s'amélioraient avec les années. Donc comment un cerveau qui est détruit ou qui se détruit peut produire des résultats performants? C'est juste incohérent. Comment une personne qui fait une NDE, donc une expérience de mort imminente, parce que son cerveau est détruit par une bactérie, je pense au professeur Eben Alexander, qui a écrit un très beau livre, donc La preuve du paradis, comment ce neuroscientifique, ce neurologue, qui a donc subi cette destruction cérébrale, puisqu'il est tombé dans le coma pendant plus de 7 jours, comment cet homme revient après 7 jours de coma, récupère ses fonctions cognitives, donc se remet à parler, à raisonner, à penser, et récupère aussi tout son bagage universitaire. Et ensuite nous raconte une merveilleuse NDE, alors que son cerveau est physiologiquement détruit. Absolument. C'est aussi un cas que j'évoque dans le manuel, dans le livre. Donc on a ce phénomène-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les scientifiques et les neuroscientifiques, il semblerait que la conscience ne soit pas locale. Et ce qui est intéressant avec l'intuition, c'est que si vous abordez la question de l'intuition, et si vous expérimentez l'état intuitif, ce que je vous proposerai dans les 3 ateliers que nous ferons plus tard, eh bien, vous serez confronté à cette question de la conscience. Parce que l'idée, c'est que vous connectiez à votre conscience, que vous atteigniez votre plus haut niveau de conscience. Et plus vous l'atteignez, plus vous la connectez, plus le bruit mental diminue. Et plus l'intuition émerge. C'est un système de vase communicant. C'est ça. Donc là, dans ce premier atelier, il y a donc des exercices précis qui vont être proposés. Oui, ah oui, c'est vrai. Voilà, donc dans le premier atelier, en fait, nous allons, comme je l'expliquais tout à l'heure dans la métaphore du jardinier, nous allons d'abord nettoyer le terrain. Parce qu'il n'est pas question de planter l'arbre de l'état intuitif sur un sol pollué. Donc dans ce premier atelier, on va expérimenter physiquement, émotionnellement et mentalement notre état intérieur, nos états internes. Et nous allons voyager dans différents états internes pour nous entraîner progressivement à avoir ce que j'appelle l'ancrage de l'état intuitif. Donc pour ça, on va utiliser plein de techniques qui ont fait leurs preuves, que ce soit l'hypnose, la méditation, des techniques aussi issues des neurosciences, puisque eux aussi ont étudié cette capacité de bascule mentale. Et ça, c'est un point très important. Comment est-ce que je bascule d'un état de mental analytique à un état de mental intuitif? Donc ça s'apprend. Ça n'a rien de compliqué. Ce sont des exercices. Et ce que j'ai rajouté dans ces exercices, c'est aussi une grille d'évaluation. Donc on fera des petits tests, des petits jeux comme ça, qui permettront à chacun, d'atelier en atelier, de mesurer leur progression de leur état intuitif. Donc il y aura des petites énigmes comme ça qui seront posées en fin d'atelier et chacun aura son petit cahier d'atelier où il notera ses réponses et l'atelier suivant, il aura donc les résultats et il saura à quel palier intuitif il se situe. Et donc chacun pourra mesurer son évolution. Voilà. Donc une fois que l'état intuitif a été travaillé dans le premier atelier, eh bien on va l'ancrer dans le deuxième. Pour l'ancrer, il faut ressentir. Donc on va faire plein d'exercices où vous allez ressentir cet état intuitif. C'est-à-dire que progressivement, c'est ce que j'appelle devenir conscient de son inconscient, vous allez percevoir ce qu'on appelle cet état hypnagogique, où vous basculez d'un état de mental ordinaire vers un état de conscience modifié. Donc
très concrètement, au niveau des neurosciences, on mesure ça au travers des ondes cérébrales. Donc on a les ondes bêta, les ondes ordinaires, celles que nous utilisons en ce moment même, qui sont dominantes dans notre cerveau. Et les ondes bêta sont les ondes de la conscience. Donc progressivement, avec ces exercices, vous allez basculer en ondes delta, puis en ondes alpha. On n'ira pas jusqu'aux ondes θ, puisque là vous risquez de dormir, donc je ferai en sorte que vous ne dormiez pas. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que vous commenciez à devenir consciemment compétent de ces différents niveaux de perception interne. Donc ce sont les ressentis qui vont permettre par la visualisation, par les ressentis, par la projection mentale, de connecter ces différents états. Et pour les ancrer, il y aura des exercices précis qui vont vous permettre de tester avec moi que vous êtes bien en phase, que nous sommes bien connectés les uns avec les autres, et ça j'appelle ça de la projection de conscience. Alors on en fait tous les jours de la projection de conscience, mais on n'en est pas conscient, parce que la plupart du temps, soit on dort, soit l'on dort, et on appelle ça des rêves, soit on fait une projection de conscience sur une situation que l'on a à vivre et qui peut nous angoisser, nous stresser, où on s'imagine, on se fait un film de l'événement qui risque d'arriver. Mais cette projection de conscience, en fait, c'est la création d'un futur potentiel. Donc on le fait tout le temps. Et les personnes anxieuses le font en permanence. Donc on va utiliser cet état, cette capacité naturelle, en fait, que le mental a de faire ses projections et ses créations de futurs potentiels, pour créer les futurs potentiels que l'on veut pour nous. Donc celles qui résolvent nos problématiques de maintenant. Voilà. Donc dans le deuxième atelier, on a appris à créer ce futur potentiel désiré. Et bien dans le troisième atelier, on va donc en créer un spécifiquement sur un objectif personnel, familial, sentimental, professionnel. Et plutôt que de chercher des réponses mentales, qui, on le sait bien, sont imparfaites, on va utiliser ce que j'appelle la méthode radicale, c'est-à-dire cette fameuse bascule d'état de conscience pour accueillir toutes les intuitions liées à la thématique que l'on veut traiter. Et mieux encore, on va le noter, c'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser dans la sphère mentale. On va être donc dans un état de transe, de pleine conscience, et l'on va écrire dans cet état de transe toutes les intuitions reçues par rapport à la thématique. Sans les juger, sans les rejeter, sans les évaluer, juste les noter. Et une fois qu'on aura noté tout ça, on va revenir à un état ordinaire de conscience et on va hiérarchiser quelle est la bonne intuition à mettre en application, dans quel délai, et ensuite on mesurera les effets de la mise en application. Et ça sera un travail que les gens feront après pour bien mesurer que cette intuition-là a apporté les résultats escomptés. Si c'est le cas, le moment est venu de passer à la deuxième intuition, si on a eu la chance d'en avoir une seconde, ou alors tout simplement de reprendre les exercices déjà réalisés et de recommencer. Et Exactement. Voilà, tout au long de la vie, on peut réutiliser les exercices qui sont, je dirais, qui sont un canevas en fait, un processus. Mais dans ce processus, on y met ce qu'on veut. Aujourd'hui, on traite une thématique professionnelle, demain sentimentale, demain financière. Voilà, vous aurez le canevas en fait. Alors, les dates, je crois que je les avais notées. Alors, on avait donc posé le 18 avril, 25 avril et 2 juin. Ça sera un jeudi en fait, jeudi 20h30. 3 jeudis. Oui. Ouais. Exactement. Et ce moment-là, on l'appelle le lâcher-prise total. Eh oui. C'est-à-dire que la sérénité est installée, la confiance est là, on lâche prise. Et on ne se pose même plus la question de lâcher prise. C'est une évidence. Donc le défi, l'intuition pose 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est celui de l'incarnation. Donc on aura toujours des doutes concernant notre intuition. Le travail intuitif consiste à diminuer la zone de doute pour pouvoir utiliser un maximum d'intuition sur son chemin de vie et réaliser son chemin de vie. Le deuxième défi majeur de l'intuition, c'est que tant que vous ne l'avez pas mise en application, cette intuition, eh bien vous ne savez pas si elle est bonne, si elle est juste. C'est ça le défi de l'intuition. C'est qu'il faut l'appliquer telle qu'elle vous a été donnée,
pour objectiver le fait que, bah oui, c'était bien l'intuition, et oui, elle était juste pour moi. Et ça, c'est une difficulté majeure. C'est justement ça qui réveille nos peurs, nos doutes, notre ego, etc. C'est qu'il faut la mettre en œuvre. Et là, si on n'a pas un état intuitif qui a été correctement travaillé, je peux vous garantir que votre mental, votre bruit mental et votre ego vont se faire un malin plaisir de vous décourager. C'est tout l'intérêt de travailler l'état intuitif. La réponse est dans la question. Moins de bruit mental, moins de conditionnement, moins de peur, moins de blessures. Les enfants ont énormément d'intuition. Souvent, les enfants ont cette connexion intuitive naturelle, et c'est effectivement le refoulement de cette connexion naturelle par le fait des parents qui le font souvent pour les protéger, hein, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants soient rejetés, soient considérés comme différents. Donc ça part souvent d'une bonne intention, hein, mais on sait que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, enfant, effectivement, nous avons tous ces capacités intuitives. Pourquoi? Parce que la conscience est naturellement intuitive. Elle n'a pas d'ego, elle n'a pas de mental. Donc nous naissons tous avec cette capacité intuitive, c'est notre état naturel finalement. Donc tout ce cheminement de l'état intuitif, c'est retrouver notre vraie nature. Oui, et c'est contrairement à ce que la plupart des gens pensent, des rives très riches. Quand on est heureux, on apprend énormément de choses, on fait énormément de choses, on ne s'arrête jamais. Les gens vous disent les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est tout le contraire, les gens heureux ont des millions d'histoires. Parce que la sérénité permet de connecter énormément de personnes, énormément de situations. C'est tout le contraire. Oui. Et l'intuition est vraiment cette énergie de vie qui nous ramène à notre vraie nature. Et une fois qu'on connecte sa vraie nature, tout commence. Cette vie, c'est l'équivalent d'un grain de sable sur une plage infinie. C'est guère plus que ça. Donc en fait, lorsque l'intuition nous ouvre cette porte de conscience, on se rend compte que tout existe. Tout. C'est ça. En fait, je dirais le mental ego, c'est peut-être la face sombre de notre être, et l'intuition ou la conscience serait l'autre face lumineuse, donc l'autre tranche finalement de notre être, de notre constitution, ici-bas. L'idée, c'est que l'une et l'autre sont complémentaires. Donc il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à repousser. Nos faces sombres, notre ego, notre mental normatif est utile et important, puisqu'il est aussi le vecteur de toutes ces expériences, de tous ces apprentissages que l'on fait dans cette vie-là. Donc il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à regretter, il n'y a pas à se flageller de ne pas avoir suivi son intuition. Ce serait dommage. Non, non, nos échecs nous ont appris bien plus que nos réussites. Donc merci à notre ego de nous avoir fait trébucher, parce que nous avons appris énormément. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout cet apprentissage? Si on ne le met pas au service de notre conscience, alors quand grandirons-nous? Exactement. C'est le premier maître. C'est le premier. Et oui, et je dirais que la souffrance, c'est la clé d'entrée dans ce monde. On est par la souffrance. Le nourrisson souffre, la maman souffre. Donc on comprend bien, dès l'origine, comment cet état de ressenti ou de vécu est déterminant sur le chemin de la vie. Donc tout l'enjeu, et c'est un jeu quelque part, c'est d'apprendre de cette souffrance pour mieux s'en libérer. Mais pas en la fuyant, en l'accueillant, en l'embrassant et en la dépassant. Et tant qu'on refuse d'accueillir ces peurs, ces doutes, cette souffrance, eh bien elle nous submerge. La maîtrise vient à partir du moment où on embrasse sa souffrance, qu'on en comprend tous les ressorts, et qu'on mesure l'élan extraordinaire de pulsion de vie qu'elle nous a donné. Et c'est cette résilience-là qui fait de nous des êtres à part, qui fait que Anne n'est pas Christian, que Christian n'est pas Anne, etc. Et ça, ce sont des choses qui nous enrichissent les uns les autres. Si nous avions tous la même vie, sans souffrance, nous serions des petits robots, des boîtes de conserve, sur une étagère. Heureusement qu'il y a cette différenciation par la souffrance. Mais là encore, comme je l'ai écrit, la souffrance n'est pas l'alpha et l'oméga de ce chemin de vie. Oui. Ah oui, oui, clairement. Clairement.
Oui, parce qu'il y a aussi, il y a une mode marketing, il y a une injonction au bonheur. Mais, mais c'est pas le bonheur dont on vous parle. On vous parle de la joie et des plaisirs. C'est tout. On vous parle de ce désir toujours insatisfait qui vous pousse à consommer. Ça n'a rien à voir avec le bonheur. Un être heureux ne consomme pas. Pourquoi faire? Il est heureux par lui-même. Il n'a pas besoin d'une belle voiture, il n'a pas besoin de belles vacances à l'autre bout du monde pour être heureux. Il est heureux dans son jardin, dans son fauteuil, avec un bon livre. Voilà, il est heureux par lui-même, par les gens qu'il côtoie, par tout ce qu'il apprend dans ses échanges. Mais ça, c'est pas rentable, c'est pas commercial, c'est pas satisfaisant. Donc on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir. C'est pour paraphraser Souchon, et il a tout à fait raison. Voilà. Et c'est tout le contraire. Le bonheur, c'est être. Être centré, posé dans sa vie, savoir qui l'on est, connaître ses zones de faiblesse, ses zones de force, ses moments forts, ses moments faibles, les accueillir, les embrasser. Aujourd'hui j'étais bien, demain je serai moins, et après-demain ça reviendra, c'est pas grave. Tout ça, ça fait partie de ma vie, c'est moi. Mais c'est un moi sublimé, c'est-à-dire qui embrasse ses blessures passées, qui les reconnaît. Tiens, salut ma blessure. Oui, oui, moi je vais bien. Merci d'être venu me saluer. Et ça veut dire qu'on est guéri. Exactement. Et l'intuition fonctionne sur ces bases-là. C'est-à-dire que l'intuition est cette énergie qui nous permet donc de conscientiser notre ligne d'amour. Et cette ligne d'amour en nous nous connecte à la source. Et connectée à la source, on n'a besoin de rien finalement. Elle nous nourrit, elle nous informe, elle solutionne toutes les petits tracas de la vie, elle nous soigne quand on a des problèmes. Donc cette congruence, finalement, eh ben, elle génère la bonne santé, la sérénité, la bonne relation aux autres. Voilà. Donc dit comme ça paraît magique, mais c'est tellement évident. Et oui, et oui. Donc attention, quand une pensée ou une émotion nous déstabilise et nous fait sortir de notre flux, qui est finalement le flux de la vie, eh bien c'est là que les problèmes commencent. Cette dissonance, elle va avoir une répercussion vibratoire sur nos pensées, nos émotions, donc sur nos cellules. Et donc nos cellules qui vibrent moins bien, eh bien, ne peuvent plus reproduire à l'identique l'auto-guérison, la santé. Donc elles se dupliquent de manière imparfaite. Et si elles continuent à se dupliquer de manière imparfaite, la maladie apparaît. Donc on voit bien comment tout est lié. Alors, l'intuition n'apportera pas la solution. Alors, le processus le plus performant que je connaisse aujourd'hui pour invoquer son intuition et recevoir une clé qui permette de trouver la solution consiste dans un premier temps à travailler le sujet qui nous pose problème. Quand je dis travailler, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Si c'est émotionnel, sentimental, familial, se faire accompagner par un thérapeute, lire des livres, aller à des conférences, faire un vrai travail de recherche. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que tant que votre mental ne sera pas nourri, voire saturé, votre intuition ne peut pas travailler. Rappelez-vous, c'est l'émergence d'une information cachée. Donc cette information cachée ne vous sera donnée que si vous avez fait votre part de travail. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est comme ça que c'est. Exactement. Donc l'astuce consiste à saturer notre mental, saturer notre ego pour les disqualifier. Donc il y a d'abord un vrai travail personnel à réaliser. Que ce soit pour la santé, pour l'amour, pour l'argent, pour la famille, pour les amis. On a un vrai travail à produire. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et une fois qu'on a fait ce travail, qu'on a tourné, qu'on a cherché, qu'on a testé, ça ne fonctionne pas. Là commence le lâcher-prise. Ok, cher univers, chère source, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui me manque pour que je puisse atteindre mon objectif, réaliser mon rêve? Et là, on lâche. Et tant qu'on n'a pas lâché, et c'est vraiment une façon émotionnelle de dire, voilà, je suis au bout du rouleau, j'ai tout donné. C'est seulement à ce moment-là que le bruit mental s'éteint, parce qu'il ne peut plus rien apporter, il a tout cherché.
exactement. Voilà. Eh bien, ça va faire un peu, je dirais, sermon ce que je vais vous dire là, mais c'est cette humilité-là qui permet à l'intuition d'émerger, puisque c'est l'antithèse de l'ego. Donc c'est assez logique en fait. Quand l'ego s'éteint, l'intuition peut apparaître. Mais elle a toujours été là. Vous lui avez seulement laissé de la place. Et là, votre intuition vous dit, ok, c'est plutôt comme ça qu'il faut que tu abordes le sujet. Et d'un seul coup, votre vision d'ensemble bascule. Parce qu'elle vous offre un angle que vous n'aviez jamais imaginé. Et en vous offrant cet angle de vue de votre situation, vous devenez créatif. D'un seul coup, votre rigidité, votre routine, vos certitudes sont balayées. Et enfin, vous créez quelque chose. L'intuition vous donne la solution par la création. En fait, dans le deuxième atelier, c'est exactement ce que vont vivre les personnes qui vont suivre le deuxième atelier. Je vais les faire travailler sur un objectif personnel, réalisable, à court terme, on va dire 2-3 mois, et je vais vraiment demander à leur mental de travailler dur. Et elles vont écrire, et se creuser la tête, et douter, et je vais les encourager à saturer leur mental. Donc ce processus de bascule, elles vont le vivre physiquement. Et elles ont sûrement travaillé avant sur cet objectif-là. Et elles ont développé de la pensée positive, de la visualisation, elles ont fait de la PNL, que sais-je. Et ça ne marche pas. Et c'est normal. On est encore dans la sphère mentale. Donc on va utiliser ça, mais on va le saturer. On va l'emmener au bout du bout du bout du bout, jusqu'à cette reddition du mental. Et quand elles seront arrivées à cette reddition du mental, là la bascule se fera. Et à partir de là, eh bien, je les accompagnerai modestement, mais fermement, vers cet état intuitif qui va permettre d'accueillir l'intuition. Et la plupart d'entre elles vont sentir cette sensation d'ouverture, d'espace intérieur, de « ça y est, je vois les choses différemment ». J'aurais jamais pu imaginer cette chose possible de cette manière-là. Et d'un seul coup, elles l'imaginent. Donc elles font un acte de création. Elles sortent de leur périmètre, de leur petite boîte mentale. Et ce petit écart-là permet d'apporter les premières étapes de la solution. La phase de saturation mentale, si, absolument. Ah, je me l'impose systématiquement. Même quand j'ai déjà la réponse à la question. Parce que je veux être sûr que je ne me fais pas des films, que voilà. Donc, j'ai un élément de réponse, je me dis ok, je le mets de côté, je le garde au chaud, et je fais mon travail mental. Je mets des actions en place, je me déplace, je vois des gens, je discute, et au bout du bout, je reviens au point de départ. Et je me dis ouais, c'était bien ça, donc c'était bien une intuition. Absolument, mais ça c'est parce que je travaille en conscience. Quand il s'agit de sujets personnels. Quand je travaille avec une personne, un client, puisque je suis thérapeute accompagnant, là, je ne fais pas ce travail-là. Là, je me connecte et je laisse venir l'intuition. Donc là, c'est quasi instantané, au bout de quelques minutes, pouf, mon mental s'éteint et je reçois les intuitions pour la personne. Et c'est souvent bluffant pour elle comme pour moi. Elle me dit, mais comment vous pouvez savoir ça? Mais d'où ça vient? Mais c'est exactement ça le problème. Alors qu'elle me dit autre chose. Mais une part de moi n'écoute même plus. C'est ça qui est assez étrange. Oui, mon état intuitif, il est, heureusement, j'ai beaucoup de chance, il est entretenu, puisque je suis formateur en Reiki, en Lao-Chi, en hypnose, en méditation. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance. Je baigne dans cet état intuitif, je dirais pas 24 heures sur 24, mais très souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les années, j'ai développé ce qu'on appelle les rêves lucides. Donc, quand je rêve, je sais que je rêve. Et je peux changer le scénario de mon rêve à volonté. Récemment, j'ai fait une sortie de corps. Donc j'ai pu constater que j'avais un corps astral. Voilà, donc j'ai pu voyager dans l'astral aussi, rencontrer des guides, vivre des expériences, des initiations, des choses extraordinaires. Oui. Mm. Fabuleux, fabuleux. Alors je l'ai retiré parce que, oui, je l'ai retiré à dessein parce que je trouvais que c'était, déjà pour moi c'était très pudique parce que c'est vraiment une expérience intime, donc que j'ai eu le courage de la partager, pour moi c'est déjà énorme. Et donc ensuite, après réflexion, je l'ai quand même retiré parce que je voulais pas que ça donne de fausses idées aux gens, qu'ils s'imaginent que
en travaillant sur l'intuition, d'un seul coup, ils allaient pouvoir connecter à des choses équivalentes, ce serait mentir. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez votre plan de vie, comme j'ai le mien. Et dans mon plan de vie, c'était prévu comme ça. Donc c'est pas la vérité, je peux pas vous transmettre ça en vous disant c'est là que vous allez aller. C'est pas vrai, je n'en sais rien et c'est pas juste de vous dire ça. Donc je l'ai retiré et je le garde pour moi et j'en parle volontiers, j'ai pas de souci avec ça, mais je ne peux pas le présenter de manière, je dirais mécanique, sans contextualiser tout ça. C'est pas le plus gênant. Je pense surtout aux gens qui espéreraient vivre la même chose, voilà, l'idée qu'il y a derrière, c'est le fait de l'avoir retiré, c'était de ne pas créer de faux espoirs. Voilà, parce que je vois ça malheureusement trop souvent dans les vidéos que je vois et les conférences que j'entends, où on donne à partager, où les personnes donnent à partager des choses extraordinaires, fabuleuses, et auxquelles je ne demande qu'à croire, puisque moi-même j'ai eu la chance de vivre certaines choses. Mais quelque part, ça laisse l'illusion que tout à chacun peut y accéder maintenant. Ça bloque le processus. C'est ça, on revient au même principe pour l'intuition. Si le mental veut de l'intuition, c'est le meilleur moyen de ne pas l'obtenir. Si le mental veut lâcher prise, c'est le meilleur moyen de ne jamais lâcher prise. Si le mental veut des pouvoirs, des dons, de je ne sais quoi, ce sont de pures illusions mentales. Et certains égos arrivent à faire illusion. Hein. On voit des gens prodigieux dans les salons, qui nous racontent des choses extraordinaires. Ok, l'ego spirituel, ça existe. Et tout va bien. Absolument. C'est cette résonance émotionnelle d'âme à âme, de cœur à cœur, qui permet de calibrer la personne, tout simplement, et de se dire, bon, là, je sens qu'on est sur la même longueur d'onde, et j'ai envie d'aller un peu plus loin dans la connaissance de cette personne, dans ce qu'elle a à me proposer. Et de la même manière, si tout est fluide et tout est OK, l'instinct ne se réveillera pas, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de peur, et ça sera fluide. Et le paradigme de cette relation, qu'elle dure une journée, une heure ou une seconde, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Chacun retrouve son autonomie, chacun est libre. Donc la bonne question, c'est si quelqu'un vous vend je dirais de la spiritualité avec de la dépendance derrière, il y a un problème. C'est l'antithèse de la spiritualité. La spiritualité, pour moi, c'est de l'amour pur. Et l'amour, c'est la liberté. Donc, dès qu'on sort de ce cadre-là, pour moi, on n'est plus dans la spiritualité, on est dans autre chose. Et ça peut être intéressant d'apprendre aussi autre chose. Mais on ne peut pas tout mélanger. Et si on a envie de vivre une situation d'abus, on a le droit. On a le droit de suivre un gourou, on a le droit de suivre un maître, de faire des milliers de kilomètres, des stages infernaux, de boire des potions écœurantes qui nous font vomir, sous prétexte qu'on va atteindre le 7e, le 15e, le 20e ciel. On a le droit à tout ça. Mais c'est tellement plus simple de rester chez soi et de se connecter à sa conscience. Eh oui. Et l'intuition ouvre cette voie d'amour. Et malheureusement, pour les raisons évidentes qu'on a évoquées, des blessures et des conditionnements et des croyances, beaucoup de gens ne s'aiment pas. Tout simplement. Ils ne s'aiment pas, ils ne se connaissent pas, ils ne se font pas confiance. On ne leur a pas appris à s'aimer. Tout commence comme ça. Tout commence avec l'amour. Et il n'y a que ça finalement. Dans toutes les expériences spirituelles spontanées que j'ai vécues, puisque je ne les ai jamais recherchées, elles se sont imposées à moi, hein, donc voilà, j'ai été embarqué dans ces expériences, je n'ai jamais rencontré que l'amour. Rien d'autre. Alors, bien sûr, certains diront, oui, c'est bien angélique, tout ça, il y a quand même le bas astral. Oui, peut-être, oui, c'est vrai, j'ai aussi voyagé dans mon bas astral. Et alors? Le bas astral, c'est toujours de l'amour, mais c'est un manque d'amour. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intuition? Voilà. Donc le mot vouloir, volonté, c'est du mental. Ça ne marche pas. Plus je veux, moins je lâche prise. C'est contre-productif. Et je vois des stages, des formations qui invitent justement à déployer toute cette énergie, cette volonté pour accéder à des nouveaux pouvoirs, à des nouvelles capacités. C'est formidable tout ça, mais ça ne fait que nourrir l'ego. Donc le chemin de retour sera plus long, plus douloureux, plus pénible. C'est ça. En fait, on va découvrir que notre chemin de vie, poussé par notre ego, nous pousse à accumuler,
énormément de choses et que le chemin spirituel consiste à se dépouiller, se libérer de toutes ces entraves, qu'elles soient matérielles, émotionnelles, même physiques, hein. On va vraiment vers cet allègement progressif. Et là encore, je ne dis pas que pour être spirituel, il faut être nu comme un verre et dormir dans la rue. C'est pas ça du tout ce que je raconte. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est ok, que vous soyez riche ou pauvre, c'est pas le débat. Ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas dépendant de cela. Tant que vous êtes libre de votre richesse ou de votre pauvreté, tout va bien. Vous restez libre. Donc il n'y a pas de morale à faire aux gens. Il n'y a pas à dire faites ceci, faites cela et vous aurez le bonheur. Ça n'a aucun sens. Chacun perçoit le bonheur à son niveau. Et mon bonheur n'est pas ton niveau, n'est pas ton bonheur, etc. Donc je ne prétendrai jamais qu'il y a une seule source de bonheur. Ce serait complètement absurde. Trouver votre bonheur, c'est trouver votre point d'équilibre. Et l'intuition constitue la voie qui vous ramène à ce point d'équilibre. Et plus vous l'écoutez, plus vous l'accueillez, plus vous retrouvez ce point d'équilibre. Et c'est à partir de là que vous pouvez construire votre bonheur. Et le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut atteindre, c'est le chemin même que vous parcourez. Et il faut y être dessus. Si vous êtes à côté, vous aurez de la joie, des plaisirs, des insatisfactions, mais pas le bonheur. Aussi, bien sûr, souvent les intuitions génèrent chez moi, une énergie de joie extraordinaire. Quand je les reconnais comme étant de vraies intuitions, de pures intuitions, mais tout mon être s'ouvre. Mon cœur s'ouvre, mon esprit s'ouvre, je me sens, voilà, c'est extraordinaire comme sensation. Et ça n'a rien à voir avec l'ego, parce que contrairement à l'ego, on n'est pas excité, on n'est pas énervé, on est au contraire serein. On a une force extraordinaire, on est calme, on est posé, on est fort à l'intérieur. J'étais de nature anxieuse surtout, très anxieuse, très très anxieuse. Je voulais tout contrôler. Et ça, c'était le fruit de mes blessures. Et quand je faisais les choses, je les faisais à fond, effectivement. Alors, par passion, oui, parce qu'il y a toujours ce phénomène-là. Et heureusement qu'il est là, cette passion. Mais la passion nous rend aveugles aussi. Et souvent, l'ego saisit la passion pour nous emmener dans des limites qu'on ne devrait pas franchir et qu'on franchit malgré tout. Donc la passion, je l'ai vécue, je me suis brûlé avec la passion et j'ai compris qu'il fallait arrêter cette drogue. C'est pas possible de vivre passionné H24. C'est ce que j'appelle une drogue. Donc on est intoxiqué à la passion. Alors, j'ai eu la chance de passer par différents stades, de la maniaco-dépression à la bipolarité, donc j'ai connu ces états-là, extrêmes, de maniaque, les états maniaques, etc. Donc j'en suis revenu, et heureusement pour moi. Mais quand je les vivais, j'étais en joie, j'étais en haute énergie, je me sentais invincible. Mais c'est exactement l'état du toxicomane. Mais clairement. Parce que ce que fait l'ego, ce que produit l'ego est intéressant en termes d'apprentissage, mais il y a toujours un prix à payer. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Moi, un jour, j'ai refusé de payer ce prix. J'ai refusé de continuer à être l'artisan de mon propre malheur. Et ce jour-là, mon ego a perdu son pouvoir sur moi. Et la paix est revenue, la sérénité est revenue. Et comme je le disais en début de conférence, je fais beaucoup plus de choses, 10 fois plus de choses que ce que je faisais avant. Et il y a beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins de stress. Avant, je passais beaucoup de temps à corriger mes erreurs. Je perdais un temps fou, une énergie folle. Et j'étais toujours insatisfait. Absolument. Et j'étais toujours insatisfait. C'était jamais assez parfait. Donc un jour, mon intuition m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et ça m'a posé. Je ne m'étais jamais posé la question. J'étais un robot. Je croyais qu'on attendait ça de moi. Merci à la vie. Merci à la vie. C'est ça. Donc on se fuit soi-même en donnant toute sa vie aux autres.
Ça, je dirais, c'est quelque chose que l'on fait uniquement quand on a atteint l'éveil. Tant qu'on n'a pas atteint l'éveil, c'est une fausse piste. C'est juste de l'ego. Donc atteignez l'éveil et après donnez votre vie aux autres et tout sera juste. C'est peut-être pas pour cette vie et tout va bien. Je rencontre tous les jours, je rencontre tous les jours des clients qui donnent énormément autour d'eux, mais ils sont malheureux comme la pierre. Mais si cette vérité était une vérité, ils seraient heureux, ils ne viendraient pas me voir. Donc, par les faits, par la preuve des faits, je vous dis, si vous voulez donner aux autres, donnez-vous d'abord à vous-même. Si vous vous refusez cet amour à vous-même, qu'est-ce que vous donnez aux autres? On ne peut donner que ce que l'on a. Si on n'a pas cet amour en soi, qu'est-ce qu'on donne aux autres, concrètement? Et souvent mes clients me disent, mais j'aimerais tellement aider un tel, j'aimerais tellement faire plus pour ma mère, pour mon frère, pour ma sœur, pour mes collègues de bureau, pour ma compagne, j'aimerais tellement être là pour mes enfants. Et je les vois malheureux, et je leur dis, mais quel est le meilleur service que vous puissiez rendre aux êtres qui vous entourent et que vous aimez? Être malheureux comme la pierre? Ou au contraire rayonner de bonheur? Quel est le meilleur exemple? Quel est le meilleur chemin que vous pouvez tracer pour eux, en étant vous-même dans la joie et le bonheur? Rien que ça, c'est faire énormément, sans rien faire. Oui, oui, oui. C'est ça. À force d'ingratitude, à force de frustration, à force de colère, on finit par se rendre compte que, eh bien, malgré tous les efforts du monde, bah, cet amour qu'on quémandait en faisant mime, en mimant ce don d'amour, bah, ne nous revient pas. Parce que c'est pas de l'amour. C'est une transaction. C'est ça. C'est une fuite. C'est ce que fait le mode sauveur. On se fuit soi-même, on espère fuir ses blessures en s'occupant des autres. Ça dure un temps, je ne dis pas que ça ne marche pas, ça peut marcher, mais ça ne dure qu'un temps. Mais chacun est libre d'expérimenter sa voie de souffrance aussi longtemps qu'il le souhaite. De toute façon, il n'y a que de l'amour, donc tout va bien. Ben, l'intuition est une porte. Une fois qu'on l'a passée, on est connecté à sa conscience et tout commence. Donc après, on n'a plus qu'à se laisser guider. Comprendre ça, c'est comprendre l'essentiel de ce processus de l'intuition. C'est un passage. C'est un médium entre deux niveaux de conscience. Un niveau de conscience contraint par l'incarnation et un niveau de conscience totalement libre, qui n'est pas incarné, qui est donc non local et qui a accès à tout le champ des possibles. Une fois qu'on a compris ça, bah, tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver cette passerelle, à la passer aussi souvent que nécessaire. Et un jour vient où on bascule totalement de l'autre côté. Et ça, on appelle ça l'éveil. C'est ça. Donc toutes ces phases-là, de rejet de l'intuition, ce sont des phases d'apprentissage. Et avant d'être sage, il faut être apprenti. Donc on va apprendre à se planter, à refuser, et c'est normal. Ce qui est important dans l'état intuitif, c'est pas simplement d'y accéder, comme on va le faire pendant les 3 ateliers, c'est de recommencer les exercices pour cultiver l'état intuitif. Rappelez-vous, votre arbre, il faut le cultiver à chaque saison. Et plus vous allez cultiver l'état intuitif, plus il va devenir permanent. Et le secret, c'est que cette permanence devienne votre réalité quotidienne. Et là, vous fonctionnez en mode intuitif. Et c'est une bonne première étape pour atteindre ce qu'on appelle l'éveil. Merci à tous. Bon chemin. À bientôt. Namasté. Merci Anne. À bientôt.